Bonjour à tous, on retrouve aujourd'hui Mika de Drop Gear Solutions, encore une fois. Encore. Là, on a abordé plein de sujets très techniques, très technologiques, qui sont super importants, qui permettent énormément de choses. On va parler aussi de quelque chose de beaucoup plus simple, qui est la base un peu de tout ce qu'on va pouvoir faire derrière, et donc c'est un sujet à maîtriser, peut-être avec un peu moins d'attrait pour beaucoup de personnes, mais pourtant super, super, super important à maîtriser, la topographie, la navigation. Est-ce que tu pourrais rapidement détailler en quoi ça consiste, parce que les gens savent bien que c'est prendre une carte, une boussole et réussir à se déplacer, mais il y a quand même un peu plus à faire avec ça. Tout à fait, à partir du moment où on aime bien aller faire un peu le sanglier dans la forêt, il y a des outils de base qu'il faut savoir maîtriser. Alors c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir de très belles forêts avec des sentiers qui sont bien balisés, mais c'est pas impossible qu'on se retrouve dans une zone où le sentier n'a pas été entretenu, où on ne sait pas trop où est-ce qu'on est, ou tout simplement pour le plaisir de savoir justement où on est, où on va et comment on y va. C'est vraiment important de savoir utiliser ces outils de base. Et moi, je parle beaucoup de rando parce que c'est le domaine que je pratique le plus, mais c'est absolument Non, je valable te pour. promets que c'est la radio. C'est absolument valable pour tous les domaines de sport outdoor, d'activité outdoor, que vous fassiez du quad, du 4x4, du parapente, peu importe. Ça devient vraiment un élément capital de votre activité de savoir utiliser ces outils-là. C'est ça, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la cartographie, c'est déjà pas quelque chose de très compliqué. Quand je dis cartographie, c'est cartographie, navigation, etc. C'est pas très compliqué. C'est important dans le sens où vous allez vous sentir plus confiant pour aller vers des activités qui vous font envie. Parce que, effectivement, peut-être que vous avez votre téléphone et c'est une très bonne base, il y a plein de bonnes applis, mais il peut ne plus y avoir de batterie, il peut ne plus avoir de réseau. Et un moyen rustique et fiable sans prise électrique, c'est quand même super bien. Et du coup, à partir du moment où vous êtes plus confiant sur des dispositifs qui vont vous permettre de naviguer sans énergie, entre guillemets, ça va permettre peut-être d'allonger vos pratiques, peu importe les sports, hein, parce qu'aujourd'hui on va retrouver le trail, la randonnée, mais tout un tas d'activités connexes qui vont nécessiter de savoir s'orienter pour aller soit sur le lieu de pratique de l'activité, soit pratiquer l'activité en elle-même. Donc c'est quelque chose évidemment que les militaires savent très bien faire parce que ça reste une des bases de leur formation, mais pourtant le civil lambda devrait s'y intéresser et pousser les quelques petites connaissances de base qui peuvent être apprises super rapidement pour après être vraiment libre de son activité. Tout à fait, puis en plus, c'est des choses qu'on peut pratiquer vraiment sans organisation spécifique, avec très peu de matériel. Pour débuter, c'est vraiment simple et pas cher du tout, de s'habituer un petit peu aux outils, s'habituer à savoir lire les bonnes choses, où est-ce qu'on va chercher les informations. Et ça se pratique en famille, avec les enfants, avec les amis, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de s'organiser spécifiquement pour ça. Il suffit de dire, tiens, on va faire une petite balade d'une heure en forêt. Ben, j'emmène avec moi une carte, une boussole, une équerre de report, ça prend pas de place, ça permet en 5 minutes de faire un petit point et de pratiquer de façon vraiment très simple et ludique. C'est ça, et puis il y a des brutes en course d'orientation qui vont être hyper bons, hyper rapides, etc. Mais en soi, quand vous allez vous randonner dans un cadre lambda, vous n'avez pas besoin d'être une brute d'orientation, il va vous suffire de connaître quelques paramètres qu'on va détailler pour avoir une pratique agréable. Est-ce que tu pourrais venir un petit peu sur les bases avant de parler de pratique d'orientation? Il faut peut-être parler de sur quoi on va s'orienter, parce qu'une carte, c'est un terme générique, il y a différents types de cartes qui ont toutes leur intérêt, mais il y en a certaines qui vont être bien plus utiles quand on va être à pied, euh, en milieu rural, on va dire, parce qu'on sort rarement une carte en plein centre-ville aujourd'hui. Mhm. Alors, moi, les deux supports que j'utilise le plus, c'est les supports que moi, à mon niveau, je trouve les plus pratiques, les plus pertinents. Alors, vous allez avoir la bête carte Hygiène Rando, qui est probablement un best-seller dans l'univers des cartes qu'on trouve au grand public. Ça coûte combien à peu près? Ça va dépendre des cartes, ça va dépendre du revendeur. Je pense que pour une vingtaine d'euros en général, vous avez n'importe quelle carte de votre secteur. Ça reste abordable, hein. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. Le souci, c'est que souvent, c'est vendu dans des boutiques touristiques. Donc, on sait que les tarifs, des fois, peuvent être un petit peu plus élevés. Sur Internet, il y Euh, a des meilleurs prix, c'est ça. voilà. Il faut savoir que sur IGN, vous avez la possibilité de faire vos propres cartes. Vous pouvez vraiment faire des cartes personnalisées. Et donc, si vous êtes vraiment limite niveau sous, vous faites un zip fraîcheur congélation. Faut pas qu'il y ait eu de poulet avant l'intérieur, ça marche moins bien. Vous imprimez sur papier A4, vous le mettez à l'intérieur, et en fait, ça va permettre une utilisation ultra basique
et une prise en main du système de cartographie. Tout à fait. Pour faire ça, moi, l'option que j'utilise, c'est Caltopo. Donc, il y a un site internet spécialisé dans tout ce qui va être topographie. Le site est un petit peu intimidant parce qu'il y a énormément d'informations. Seulement, quand on se restreint aux choses basiques, vous avez la possibilité du coup de faire une carte sur mesure de la zone qui vous intéresse avec seulement les informations qui vous intéressent et d'avoir du coup la même quantité d'informations que sur une carte IGN standard qui là va couvrir une zone beaucoup plus grande mais qui n'est pas forcément l'option la plus pratique à utiliser quand vous êtes sur le terrain. Et puis une fois que j'ai imprimé ma carte, donc comme mon collègue le fait, et ben moi mon petit bonus, c'est mon petit plaisir personnel vu que j'aime bien randonner sous la pluie, je les passe dans une plastifieuse. Alors ça me permet à la fois de protéger les cartes, ça me permet de venir travailler dessus sur un support un petit peu plus rigide qu'une simple feuille de papier. Et puis pour finaliser tout ça, j'utilise un système un petit peu de calque. Donc c'est des fiches de protection qu'on trouve dans n'importe quel commerce au rayon papeterie, qui sont transparentes et qui me permettent d'écrire du coup sur mes cartes sans restriction, sans risque d'abîmer les cartes, et je peux les réutiliser à l'infini. Donc voilà, après je vais pouvoir travailler sur certaines choses dessus qu'on verra plus tard. Mais partant de ce principe, vous avez une carte IGN, une carte sur mesure, et puis quelques petits outils à côté qui sont vraiment pas compliqués. Vous avez déjà un kit pour apprendre la navigation qui est tout à fait performant, qui est avec un budget très serré et qui est vraiment polyvalent pour diverses activités. C'est ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que réussir à s'orienter avec une carte, c'est pas juste acheter la carte. Il va falloir avoir quelques éléments qui sont vraiment pas très chers, mais une boussole, un stylo, là on va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus. C'est ça. Si vous avez juste votre carte, soit vous connaissez par cœur l'endroit où vous êtes, et à ce moment-là vous allez vous repérer sur la carte, mais pourquoi prendre une carte? Soit sinon, il va falloir avoir 2-3 petits éléments en plus dans sa poche, mais il suffit de prendre un petit carnet, un petit lot de stylos qui vont permettre d'écrire, et ensuite une boussole. Donc on est quand même sur du très low tech, aucune pile, aucune batterie, et niveau budget, il n'y a pas de souci particulier. C'est des éléments que ça on a chez soi, et ça vaut pas non plus très très cher. Après il faut quand même prendre une boussole d'une bonne qualité pour avoir une orientation fiable. Tout à fait. Après, donc pour rester justement sur déjà le matériel de base, vous allez étoffer de toute façon. Vous allez partir sur peut-être un stylo bic ou un stylo 4 couleurs pour avoir un peu de possibilité pour vos différentes notations sur la carte. Vous pouvez partir avec une boussole très basique. Moi, je vous encourage, même en budget serré, à prendre ce qu'on appelle une boussole topographique. Donc la même que vous voyez là devant, qui a un plateau qui permet de prendre certaines mesures et de faire certaines lectures de données. Ça peut se trouver pour une quinzaine d'euros maintenant sur Internet. Et plus tard, en ayant la pratique, en ayant défini vos besoins, vous allez étoffer votre kit. Il y a un truc basique à connaître quand on sort sa carte, c'est l'échelle. Parce que c'est une représentation papier, mais évidemment, quand on a une carte qui fait cette taille-là, ça représente une quantité d'informations sur le terrain qui est égale à des centaines de mètres, des kilomètres, des dizaines de kilomètres. Donc, on va avoir différents types d'échelles. Est-ce que tu peux nous préciser l'utilisation de ce type d'échelle? Tout à fait. Alors, sur des cartes routières, vous allez avoir par exemple du 1/100 millième. Moi, ce que je vous conseille, c'est le 1/25 millième. Alors, l'échelle est toujours écrite sur une carte. Vous l'avez au dos des cartes IGN, donc sur la face avant. Vous allez l'avoir ici dans les données qui sont ajoutées sur le bas de la carte ou sur le côté selon comment vous avez fait votre impression. Et le 1/25 millième, c'est ce qui est le plus pertinent en termes de à la fois surface couverte et lisibilité des informations qui sont dedans. Sur des zones un peu plus conséquentes, on peut utiliser du 1/50 millième. Vous allez avoir une zone plus large, mais vous aurez moins de détails sur, par exemple, la topographie, donc les dénivelés, les cours d'eau, ce genre de choses. Vous allez avoir les informations, mais elles seront moins facilement lisibles. Partant de cette échelle, il y a une chose que vous pouvez vous faire, un petit mémo. Moi, c'est ce que je fais malgré l'habitude, je le fais sur toutes mes cartes. Je mets toujours une petite note à côté pour me rappeler à quoi correspond 1 cm sur la carte. Donc là, en l'occurrence, 1/25 millième, 1 cm sur la carte correspond à 250 mètres dans la réalité. À quoi ça peut me servir? Ben, si je suis dans une situation, je me suis blessé, j'appelle les secours et je veux savoir à peu près où je suis par rapport à notre élément, ben, je n'ai pas besoin de refaire le calcul de tête. J'ai ma petite note qui est à côté. Je vais dire, voilà, je suis à 750 mètres de tel truc. Et ça me permet d'avoir une réactivité, de me simplifier le travail dans le cas où j'aurai un cerveau un petit peu moins disponible.
Et c'est là où c'est vraiment important d'avoir cette information en tête. C'est tout ce qui va être échelle de carte, ça va calibrer votre travail. Donc si vous avez derrière des marches techniques qui sont correctes, mais par contre vous êtes trompé d'échelle, en fait tout votre travail derrière va être faux parce que vous n'aurez pas le bon paramètre en fait. Donc c'est vraiment le truc de base à vérifier. Évidemment, il faut prendre une carte, comme on l'a dit, qui correspond à son utilisation, donc information à vérifier. On va voir maintenant tout ce qui va être coordonnées. Donc il y a différents types de coordonnées, degrés, minutes, secondes, MGRS, UTM. Toi, tu préfères les coordonnées en UTM. Tu pourrais nous expliquer pourquoi? Alors, personnellement, je préfère l'UTM. Moi, j'ai été formé en utilisant ce format-là. C'est un format que j'ai choisi de garder dans mon utilisation quotidienne, quelle que soit l'application sur une carte papier ou sur un support numérique. Je vais toujours garder ce format-là parce que c'est extrêmement simple à lire. Vous allez avoir des outils très basiques comme une carte de report de coordonnées. C'est très pratique parce que dessus, vous avez plusieurs échelles. On va retrouver le 1,25 millième qui m'intéresse, qui correspond à l'échelle de ma carte. Et surtout, je vais pouvoir le mettre avec ma boussole, ça ne dépasse pas, ça ne prend pas de place et ça me permet de l'avoir toujours avec moi. Après, sur des équipements un peu plus développés où il y a plus de mesures dessus, on va retrouver le même schéma avec des échelles différentes, d'autres informations complémentaires. Et ce type d'outil va nous permettre du coup de prendre des mesures et de repérer à la fois notre position ou, en ayant les coordonnées, repérer la position de quelqu'un d'autre. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous allez avoir une première gradation sur les carrés que vous allez retrouver régulièrement sur votre carte. Et sauf qu'encore une fois, en fonction de l'échelle, l'espace à l'intérieur de ce carré peut être plus ou moins grand. Et donc, si vous voulez une localisation précise, par exemple, vous êtes en randonnée, vous devez aller dans un refuge, soit vous faites tout le carré en escargot en espérant tomber dessus à un moment, soit vous avez la bonne gradation, vous utilisez les bonnes techniques. En fait, vous savez précisément comme un GPS en fait, alors pas en utilisant nos techniques, mais aussi précis qu'un GPS, où vous devez aller et vous gagnez du temps. Et si on parle de l'appel au secours, c'est aussi très important si on doit reporter une situation, de pouvoir être le plus efficace possible. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête, et c'est vraiment sur les qualités de base à avoir. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'à notre époque, on a un peu pris le confort de se dire quand j'appelle les secours, ils me localisent avec le signal du téléphone, ils savent où je suis et donc eux peuvent intervenir. Même si je ne connais pas l'adresse, eux vont réussir à me trouver. Maintenant, imaginez un scénario, vous êtes en milieu naturel, vous avez un accident, vous n'avez pas de téléphone pour X raison, et vous devez transmettre l'information à un passant ou à un ami qui est avec vous, qui lui va se déplacer pour appeler les secours. Si la personne se déplace, les coordonnées de l'appel, du coup, ne vont pas correspondre. Alors, dans la grande majorité des cas, ce ne sera pas très grave, mais dans certains cas spécifiques, notamment en montagne, ça peut poser un problème puisque les intervenants ne vont pas déployer les mêmes moyens en fonction notamment du relief ou des éventuelles constructions naturelles, disons, qu'il peut y avoir sur place. Donc c'est important de vraiment savoir lire ces coordonnées sur du matériel rustique et de pouvoir les communiquer à quelqu'un. C'est ça, ce qu'il faut avoir en tête si vous souhaitez faire de la montagne. Évidemment, il y a des unités avec un niveau excellent comme le PGHM, les CRS montagne ou les pompiers à certains endroits qui vont pouvoir venir vous chercher. Mais s'ils doivent venir vous chercher en hélico, tout va se ressembler. Vous allez être un micro-point de leur point de vue à eux. Et c'est pour ça que si vous leur dites je suis sur tel chemin ou sur telle face ou sur telle arête, en fait, vu d'un hélico, vous êtes tout petit. Donc il y a des systèmes avec par exemple un petit drapeau orange, etc. Où après il y a des systèmes pyrotechniques comme un fumigène qui peuvent être utilisés. Et bon, c'est quand même beaucoup plus simple de prendre la carte qu'on a sûrement déjà avec soi, de savoir l'utiliser convenablement et de donner très précisément sa localisation. Tout le monde gagne du temps. C'est ça, et puis il faut prendre en compte que, évidemment, les marqueurs visuels, donc, comme tu le disais, un simple carré de tissu orange fluo, ça peut être une scialume au bout d'un morceau de corde, ça peut être plein de choses. C'est bien, mais si vous en arrivez à ce stade dans votre préparation technique, vous devriez déjà masteriser les bases et être capable de faire vraiment le travail sur du matériel rustique. Exactement. Vous allez avoir des options aussi pour porter votre matériel. Vous avez des porte-cartes qui sont tout faits, on en trouve plein aujourd'hui sur le marché, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Vous allez avoir des options fait maison, donc comme ce magnifique admin board qui me permet en fait d'avoir
un petit peu centraliser tous les équipements dont j'ai besoin. Donc je vais avoir des carnets, je vais avoir un set de crayons, marqueurs et ce genre de choses. Je vais pouvoir avoir un affichage avec 2 cartes. Donc là, j'en ai une qui travaille avec un système de calque où j'ai des marquages dessus qui sont spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est des marquages de parking parce que quand je travaille sur une zone, j'aime bien savoir où peuvent être les véhicules d'une personne sinistrée. Si on part du principe qu'on a une personne qui est perdue, eh ben, si la personne a eu un véhicule et que le véhicule est signalé, on va pouvoir chercher aux endroits qui sont déjà prédéfinis sur la carte. Je vais avoir une deuxième carte pour une lecture plus générale. Et puis je vais avoir un petit système avec une petite loupiote qui me permet, voilà, dans des conditions de visibilité un petit peu dégradées, de garder une bonne lecture globale. Donc c'est vraiment du bricolage et ça fonctionne très bien. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de mettre un gros budget, un gros investissement pour commencer à pratiquer. Exactement, et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir avoir une prise d'information. Vous allez pouvoir reporter par contre les informations si vous allez déjà connaître et vous situer dans l'espace, mais comprendre le paysage qu'il y a autour de vous. Là où ça peut être aussi intéressant de s'intéresser à la cartographie, c'est tout simplement pour comprendre votre environnement et quelque chose euh, auquel on ne prête souvent pas attention quand on commence à marcher, ça va être le dénivelé qui peut faire très très mal. On rend compte beaucoup plus rapidement un éventuel dénivelé qui est beaucoup trop conséquent pour votre niveau. Et c'est vrai que si vous regardez à l'arrache sur Google Maps avant de partir en vous disant ah bah j'ai un point là, ça fait 10 km, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Et il faut savoir que si vous avez 100 mètres de dénivelé, ça correspond à 1 km en plus de parcouru. Donc on se rend bien compte que sur beaucoup de dénivelés, ça peut faire la différence rapidement. Au bout d'un moment, on le sent passer dans les genoux. Donc c'est là tout l'intérêt de, si vous avez pour hobby de partir en randonnée, suivre les petits panneaux, les petites indications du GR, c'est bien, mais poser 2 heures un soir les yeux sur une carte, regarder ce qu'on s'apprête à faire, ça peut permettre d'ajuster le matériel. Pour des utilisations hyper poussées, on peut imaginer avoir besoin d'un franchissement avec peut-être une corde pour aider au passage d'un obstacle. C'est un peu la base de l'alpinisme, mais tout simplement voilà, pour ne pas vous faire surprendre. De même, sur une carte, en fait, c'est tout l'intérêt, c'est que vous allez avoir, en fonction du modèle que vous sélectionnez, énormément d'informations qui vont être reportées. Il y a des cartes qui vont vous donner, avec une iconographie, le type d'arbre que vous allez rencontrer. C'est quelque chose de tout bête, mais si vous souhaitez camper, ça peut être important d'avoir cette notion. Vous allez avoir les différents types de routes que vous allez traverser, les cours d'eau, le dénivelé, on en a parlé aussi, les villages, les villes, etc., etc. Et en fait, c'est des informations qui vont être nécessaires à votre pratique et que vous allez retrouver, qui va être dans votre poche, que vous pouvez consulter quand vous voulez. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de batterie, ça coûte pas cher, donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça dans sa poche. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant au basique pour utiliser une carte sur la partie orientation, ce qu'il faut connaître au début sans pousser monstrueusement le truc. Oui, tout à fait. Ben, la base, ça va être de dire où je suis. Donc quand vous allez prendre une carte, vous savez à peu près que c'est la carte de la zone dans laquelle vous évoluez. Il va falloir orienter la carte. Donc il faut savoir que le haut de la carte représentera toujours le nord. Donc on va chercher avec une boussole. Comment on trouve le haut de la carte? On regarde les écritures. On regarde les écritures, c'est toujours fait dans le même sens. Il n'y a pas besoin de marquer nord ou un petit N dans un coin. À partir du moment où vous arrivez à lire à peu près ce qui est sur la carte, c'est que normalement le nord est en haut. Une fois que vous avez déjà ça, vous allez pouvoir appliquer votre boussole sur la carte et puis vous allez tourner horizontalement jusqu'à trouver le nord. De cette façon, votre carte elle est orientée et vous savez que si vous regardez dans cette direction, votre carte pointe sur le nord. C'est basique, c'est pas compliqué. Voilà. Et là, on n'a pas sa position, mais on a les points cardinaux. C'est ça. On va pouvoir déjà commencer à s'orienter dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi, qu'est-ce qu'il y a autour et derrière. De cette façon, on va pouvoir dire, ok, là, je repère un point d'intérêt sur la carte et je reconnais ce point là à quelques centaines de mètres de moi. Je sais donc que sur la carte, je suis là. Alors, comment on va transformer cette information de je suis là en quelque chose de lisible qu'on va pouvoir donner à quelqu'un d'autre, qu'on va pouvoir transmettre à un service de secours, qu'on va pouvoir transmettre à un collègue à la radio? Bien, tout simplement, vous allez avoir des quadrillages sur toutes les cartes. Sur les cartes IGN, vous avez en général un quadrillage bleu qui représente le quadrillage UTM. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs normes pour le découpage de la Terre. Le découpage et puis l'écriture des coordonnées GPS.
Moi, j'encourage tout le monde à utiliser les coordonnées UTM pour une raison qui est très simple, c'est que le quadrillage bleu est très facile à lire. Toutes les applications, aujourd'hui, si vous avez une application smartphone ou si vous contactez un service de secours en donnant des coordonnées UTM, vont être très facilement converties dans tous les autres formats de coordonnées qui existent. Et au niveau de la lecture sur la carte avec des outils vraiment rudimentaires, c'est extrêmement facile. Là, on a vu comment soit se repérer avec une carte. Mais en soi, si je suis perdu, je ne vois rien autour de moi, je ne connais pas le terrain. Il y a des techniques avec la carte pour réussir précisément à se situer, et à partir de là à s'orienter et continuer sa randonnée, etc. Tout à fait. Alors, on va faire une pratique qui est, dans la plupart des cas, très facile. Vous allez regarder autour de vous et vous allez repérer 3 points qui vous semblent pertinents, des points qui potentiellement vont pouvoir être repérables sur une carte. Donc ça peut être un bâtiment. En général, les églises sont marquées sur les cartes. Donc si par exemple vous voyez le clocher d'une église à quelques kilomètres, c'est un point que vous pouvez noter. Si vous voyez un lac, un plan d'eau, ce genre de choses, ce sera toujours marqué sur une carte. Mais vous pouvez voilà, avoir des éléments comme ça. Ça peut être une partie du relief. Ça, vous allez repérer très facilement sur une carte. Et une fois que vous avez vos 3 points, vous allez prendre des relevés pour pouvoir reporter ces informations sur votre carte. Ça va vous donner votre position. Quel que soit le système que vous utilisez en priorité pendant votre activité, je vous invite à toujours avoir une carte IGN locale avec vous. Pour la simple raison que sur une carte comme ça, vous n'avez pas la légende complète avec la signification de tous les marqueurs, alors que vous l'aurez sur une carte IGN. Si vous avez cette carte en backup dans un sac à dos, vous pourrez toujours l'ouvrir pour aller chercher les informations qui pourraient vous manquer. Maintenant, une fois qu'on a récupéré nos informations, donc on va les récupérer sous la forme de ce qu'on appelle un azimut. C'est-à-dire, Ça fait mot barbare, azimut, mais c'est assez simple. Vous allez prendre votre boussole, vous allez repérer le nord, vous allez pointer l'élément qui vous intéresse, décaler la partie qui coulisse sur votre boussole, et ça va vous donner une mesure. Et cette mesure-là, vous allez la noter sur votre calepin que vous avez soigneusement accroché à votre kit, et vous allez faire ça 3 fois. Et ça va vous permettre de récupérer les informations et de faire des points qui vont se croiser sur votre carte et d'estimer la zone sur laquelle vous êtes. Dans pas mal de cas, ça va vous permettre d'avoir une zone précise. Si vous avez un doute, ça vous permet au moins d'avoir une zone approximative, puisque vous avez repéré par exemple que vous êtes à côté d'un petit massif, où vous êtes monté sur un point haut, vous avez repéré ces choses-là. Maintenant que vous savez que eh bien, votre clocher d'église, il y en a un sur ma carte, il va être là. Je sais que du clocher de l'église, j'ai un azimut qui va de tant de degrés. Je vais donc tracer. Et en fait, en faisant ça plusieurs fois, eh ben, vous avez votre zone. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais entraînez-vous à le faire et vous verrez que c'est vraiment très très simple. C'est ça, c'est vraiment la technique de base. Si vous voulez emmener une carte, ça ne va pas servir à grand chose si vous-même vous ne savez pas vous positionner. Parce qu'après, il y a un deuxième élément. Savoir se positionner, c'est bien, c'est la base. Il va falloir réussir à définir l'endroit où on va. Mais ça, c'est autre chose. Tout à fait. Alors là, on va avoir soit une direction générale. Donc quelqu'un va nous dire à partir de ta position, tu vas au nord-est. Alors au nord-est, c'est vraiment très vaste comme direction. Il peut vous donner un azimut. Et donc là, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre votre position sur la carte et regarder à l'azimut dans quelle direction vous allez devoir aller. Et ça vous donne une direction précise du point d'arrivée. Maintenant, vous allez devoir évidemment adapter votre tracé jusqu'au point en question. Sinon, comment ça s'appelle quand on fait une ligne droite jusqu'au point final? Il y en a qui connaissent probablement. On appelle ça un chouskeke ou un azimut brutal. Et ceux qui l'ont déjà fait savent que c'est pas agréable. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'entre la réalité de la carte qui est en 2D et la réalité du terrain qui est en 3D, et ben vous allez peut-être devoir passer un cours d'eau, vous allez peut-être devoir passer un endroit très broussailleux, etc. etc. Donc c'est là tout l'intérêt en fait, c'était juste tracer des grandes droites, ben, on prend une règle, un gros marqueur, et puis on barbouille sa carte. Mais là où la connaissance des capacités d'orientation est intéressante, c'est qu'au lieu de tracer un azimut brutal et passer un moment désagréable, vous allez pouvoir contourner les obstacles en gardant une qualité d'orientation complètement fiable. Il faut voir, c'est qu'en fait, l'orientation, ça paraît très simple, mais vous allez marcher sur un terrain que vous ne connaissez pas, avec probablement de la fatigue, le gros sac, la journée, etc. etc.
Et donc, quand on va vous donner des indications urbaines de tu vas tout droit, tu tournes à gauche, tu prends ça et tu tournes à droite, etc., c'est pas fiable. Si la personne n'a pas vu un chemin tout petit, mais que vous le voyez, bah, vous allez tourner un coup plus tôt, vous allez vous perdre. Là, quand on vous donne les points et les références précises, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est sur la carte. Vous faites plein de petites croix et ensuite bah, vous reliez les croix entre elles. Ça sera votre chemin et à partir de là, il n'y a pas de marge d'erreur envisageable et c'est fiable. Tout à fait. Et c'est bien que justement tu parles de marge d'erreur. Il faut savoir que quand on sait correctement utiliser un calcul de coordonnées et la prise d'un azimut, ça peut vous éviter un blaire topo qui va vous prolonger votre randonnée de peut-être 3 4 heures parce que vous êtes simplement trompé de chemin. Ça m'est arrivé. C'est un vécu qui est assez désagréable. Et c'est très facile de se retrouver dans une situation comme ça parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est bon randonneur, parce que ce jour-là, on a pris un petit peu la confiance. Et puis, quand on est arrivé à une intersection où deux chemins se ressemblaient, on s'est dit, bah, c'est évident, c'est celui-là, puisque ma direction générale, c'est celle-là. Et en l'occurrence, c'était pas le bon chemin. Et comme vous ne refaites pas de point topo régulier, vous vous dites, je suis sur la bonne route. Et puis arrive plusieurs heures plus tard, vous vous dites, c'est bizarre, je suis toujours pas arrivé, c'est bizarre, j'ai toujours pas creusé ce point. Et là, vous refaites un point topo et vous vous rendez compte que vous n'étiez pas du tout au bon endroit. Donc, c'est pour ça que c'est important de maîtriser ces usages basiques et ça va vous économiser pas mal d'énergie et pas mal de temps. Et ce qu'il faut garder en tête en plus, c'est que la plupart des chemins en France sont balisés. Donc on va avoir des marquages jaunes, rouges, etc. pour donner le chemin. Mais c'est des panneaux qui sont publics et on peut très bien avoir soit une tempête qui en a enlevé un, ou quelqu'un qui a voulu rigoler ou qui ne connaissait pas l'importance du panneau, qui l'a tourné, changé de sens, etc. Vous pouvez vous tromper et de base vous êtes parti en short avec une bouteille d'eau et un pique-nique pour une randonnée de journée dans un environnement ensoleillé, agréable, etc. Et vous retrouvez en pleine nuit dans une situation qui n'est pas forcément ultra dangereuse, mais en tout cas inconfortable et qu'on préfère éviter. Si on souhaite randonner de nuit, en général, on préfère le choisir. Il y a une autre marge d'erreur un peu plus technique, mais qu'il faut avoir en tête. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre le nord magnétique et le nord qu'on retrouve sur la carte? Il y a des petites indications qui permettent d'éviter cette marge d'erreur. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la déclinaison magnétique. C'est une mesure qu'on va retrouver nous sur nos boussoles. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une boussole topographique qui va permettre de régler cette déclinaison. On a la chance, nous, en France, d'avoir une déclinaison magnétique qui est proche de 0. Donc, on n'est pas très impacté par cette mesure-là. Mais prenez l'exemple des Américains qui, eux, ont une déclinaison magnétique qui est extrêmement prononcée. La différence entre le nord magnétique que votre boussole va afficher et le nord de la carte va être potentiellement énorme. Alors, comme on parlait tout à l'heure de Blair Topo sur des petits détails, sur des légères modifications d'un angle par rapport à votre direction générale, c'est là que la déclinaison magnétique peut avoir un impact, dans le sens où si vous pensez que vous êtes sur un nord aligné entre votre carte et votre boussole, mais que ce n'est pas le cas, et bien là, en connaissant cette mesure et en faisant vraiment attention à votre azimut, vous allez pouvoir justement éviter de faire une erreur qui peut, comme je disais, avoir des conséquences désagréables. Si ça vous paraît un petit peu compliqué, il faut juste se mettre en tête que la carte, c'est pas une représentation parfaite dans le sens où on va représenter quelque chose qui est le bout d'une sphère sur un papier qui est plat. Et donc en fait, ça vient juste de là. Donc il n'y a rien de très barbare, mais c'est juste un tout petit calcul à avoir en tête au début de sa randonnée ou pendant sa préparation. Bien noter cet élément et ne pas l'oublier au même titre que l'échelle, parce que ça peut vraiment vous mettre en erreur, même si derrière toutes vos manipulations de cartes en elles-mêmes sont correctes. Donc c'est quand même un petit peu dommage. C'est ça. Et l'avantage de savoir que ça existe, c'est que du coup, vous allez vous renseigner, vous allez chercher cette information. Donc l'avantage de connaître cette information, c'est que vous allez avoir tendance à la chercher. Et sur une carte faite sur mesure comme celle-là, vous allez l'avoir ici, dans le coin, et vous allez pouvoir voir qu'il y a une différence entre le nord de la carte et le nord magnétique de 1,1 degré, donc qui est vraiment minime, mais sur une autre zone géographique, ça peut du coup être beaucoup plus conséquent, comme on le disait tout à l'heure. Une fois que vous avez cette information sur des boussoles de qualité, donc un peu plus haut de gamme, vous allez pouvoir faire le réglage du coup de cette déclinaison de façon permanente. C'est-à-dire que plutôt que de devoir calculer de tête à chaque fois, vous avez ici un petit élément que vous pouvez visser qui vous permet de régler cette déclinaison et donc de l'avoir en permanence sur votre boussole sans avoir de modification à faire. Il faudra juste penser à la modifier si vous êtes amené à changer de zone géographique. Sinon, ça fait des mauvaises surprises. C'est le détail important.
Donc maintenant, je sais me situer moi sur une carte, je sais lire les informations sur la carte. J'ai compris qu'en prenant trois éléments distinctifs du paysage, je vais pouvoir éventuellement me situer et tracer un chemin. Si quelqu'un, parce qu'aujourd'hui énormément de choses sont numériques, si quelqu'un me transmet des coordonnées GPS, donc là où ça va être intéressant de connaître la coordination entre des données GPS, comme on peut trouver sur un appareil numérique, type téléphone ou GPS dédié, et le report sur un fond de carte, c'est tout simplement parce que si moi je suis perdu et que j'ai mon téléphone, ou si je veux transmettre l'information à quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il utilise un appareil numérique, encore une fois, pour réunir ces infos. Donc pour vous faire un petit exemple, moi je vais transmettre à Michael, c'est un peu barbare, je suis au point 31U, 53 63 30 0 03 14 600. Évidemment, c'est moins pratique que le 18 rue du Chêne à Montigny-le-Bretonneux. Donc comment on fait pour à partir de là s'orienter? Alors, dans les informations que moi je reçois, la première partie, donc le 31U, c'est ce qui correspond globalement à la très large zone de votre carte. Vous avez donc votre carte qui est comprise dans cette zone. Donc maintenant qu'on sait à quoi correspond le 31U, à quoi correspond le reste, et bien là ça va être la même chose. Donc vous allez avoir une abscisse, une ordonnée, et vous allez reporter ces données directement sur la carte. Et c'est là que le quadrillage UTM est vraiment pratique, c'est que vous avez donc ce quadrillage bleu que vous retrouvez sur la plupart des cartes, avec des nombres qui sont reportés tout le long. Vous avez en fait le début de toutes les coordonnées. Et donc, en ayant juste le début des infos que lui m'a donné, de chaque nombre, je vais déjà définir un carré de base dans lequel je vais devoir chercher. Et avec le reste des informations, donc lui il m'a dit 53, 63, 30, 0. Donc je vais savoir que ici j'ai le 53, 63. Je vais aller ici chercher l'autre information qu'il m'a donnée et je vais aller prendre mes mesures. Avec mon carré de report, je vais pouvoir venir dans la zone simple que j'ai trouvé avec le début des coordonnées et venir prendre des mesures, d'où l'intérêt de ce type d'outil. Vous avez des graduations dessus et il vous suffit de reporter les chiffres que vous avez eus pour trouver une zone. Donc encore une fois, de façon verticale et horizontale pour arriver sur le point qui correspond aux coordonnées. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que du coup, le début du message, entre guillemets, ça va être la partie verticale et la deuxième partie du message, ça va être la partie horizontale. Évidemment, si on les inverse, ça marche moins bien, mais bon, on s'en rend rapidement compte avec les nombres. De toute façon, vous allez très facilement voir que dans les coordonnées que vous recevez, vous ne pouvez pas vous tromper entre la partie verticale ou horizontale. Donc même si les coordonnées étaient inversées, si vous connaissez la zone générale dans laquelle la personne est, vous allez pouvoir remettre dans le bon sens. Ce ne sera pas gênant pour la prise de mesure, si évidemment vous connaissez au moins la zone générale dans laquelle vous êtes supposé chercher. Et le carré de report que va avoir Michael, évidemment, c'est une excellente solution parce qu'elle enlève la partie conversion. Cependant, si vous n'avez pas le carré de report avec vous, vous pouvez très bien mesurer avec la règle. Le seul truc, c'est que là, dans le cas de figure, 1 cm égale 250 mètres sur la carte. Selon l'échelle, il faudra garder ça en tête. Donc, ça peut être une solution pour des personnes qui sont un peu plus à l'aise, mais si vous commencez, c'est vraiment utile d'avoir le carré, ça évite des erreurs bêtes. Et surtout que ce type de produit, ça coûte peut-être 10 euros ou 15 euros sur des grands sites de vente en ligne. C'est dans un format qui est très pratique, vous pouvez l'avoir dans un portefeuille, vous pouvez l'avoir, comme je disais, au dos de la boussole accroché en permanence. Ça ne prend pas du tout de place et c'est extrêmement simple à utiliser puisque vous n'avez que 3 zones pour prendre vos mesures et chaque zone est marquée à l'échelle à laquelle elle correspond. Donc vous avez très peu de chances de vous tromper et vous avez très peu de chances de mal prendre les mesures ou de mal reporter les mesures sur votre carte. Comparé à un système un peu plus complexe comme cela, où là il y a beaucoup d'informations, et même si on retrouve nos 3 échelles avec nos 3 mesures différentes, on peut, dans un moment de fatigue, de panique, prendre une mauvaise mesure, notamment pour les mesures qui sont sur les côtés. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce type de produit. J'aime bien garder les choses très simples pour être capable de faire le boulot quand j'ai un cerveau peu disponible. C'est ça, donc là on a vu quelques techniques de base. Comme on peut le voir, ça demande un petit peu de connaissances, mais c'est quelque chose qui reste à la portée quand même de tout le monde. Oui, tout à fait. Et maintenant, on a quand même un truc génial qui s'appelle la technologie. On a tous un GPS dans notre téléphone. Il y a des dispositifs comme Garmin, c'est quand même le référent du marché, qui propose des dispositifs qui vous permettent une navigation beaucoup plus simple. On a les montres de la même marque
qui vont vous permettre de récupérer vos coordonnées ou d'avoir un peu de cartographie sur les modèles les plus élevés. Et ensuite, il y a même des GPS Garmin qui vont vous permettre une utilisation encore plus poussée, avec des dispositifs d'appel de secours très efficaces. Et à partir de ce moment-là, c'est quand même un vrai backup à avoir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'évidemment, un appareil GPS Garmin, ça coûte déjà un petit peu cher. Ça fonctionne sur batterie, donc des fois on n'a pas de pile, des fois on a oublié de le recharger. Donc avoir la notion d'utilisation de carte en backup, c'est quand même très intéressant. Ensuite, si on prend un appareil comme le Fortrex, en fait en lui-même il ne vous sert à rien parce qu'il n'y a pas de cartographie dessus. Donc il faudra reporter les coordonnées GPS qu'il va vous dire ou que vous avez enregistrées sur une carte pour avoir une utilisation cohérente et efficace. Après, il y a, on va dire en milieu de gamme, des montres avec de la cartographie intégrée qui vont vous permettre à la fois de connaître votre position, mais aussi, en faisant un travail de prépa sur les applis Garmin, de mettre une suite de points de passage, des waypoints, et à partir de là, on a sa carto, ses points de passage, on peut s'orienter. Et après, il y a du très haut de gamme avec les GPS Maps 66, où on va avoir vraiment toutes les fonctionnalités réunies, plus la partie transmission d'appel au secours qui est vraiment facilitée et intéressante avec le système InReach. Et si vous partez sur des aventures très costauds, c'est vraiment un truc important à envisager en fonction des budgets. Ce qu'il faut réussir à voir également, c'est que monsieur tout le monde n'a pas forcément ça sur le poignet ou une montre GPS. On a tous un téléphone, il y a pas mal d'applis qui sont très bien faites. Il y a des applis dédiées par certains constructeurs comme Garmin, mais il y a aussi toute une partie appli libre-service. Est-ce que tu aurais quelques noms à donner? Parce que c'est ce que tout le monde a dans la poche, c'est assez simple et c'est un excellent complément d'information après une carte papier. Tout à fait. Alors moi personnellement, et j'insiste sur ce côté-là, c'est vraiment un point de vue personnel, vous devez trouver ce qui correspond le mieux à vos besoins. J'en utilise deux. Il y en a une qui est purement orientée topo pour quand je suis vraiment uniquement à pied et que j'ai besoin d'informations topographiques vraiment détaillées. Ça va être Osmand qui fonctionne très bien, qui est gratuite. Vous avez une possibilité d'avoir des cartes hors ligne qu'il faudra anticiper, préparer, mais ça se fait très facilement. C'est juste un bouton à télécharger. C'est ça. C'est vraiment une application qui est faite pour ça, donc c'est tout à fait intuitif et pratique à utiliser. Et puis après, je vais avoir une autre application GPS qui est plus générale, on va dire, que je peux utiliser à la fois en véhicule ou que j'utilise en randonnée quand j'ai besoin d'avoir un truc qui est efficace, rapide, sans besoin de trop de détails et qui, je sais, fonctionne à la fois sans nécessité d'avoir un réseau ou quoi que ce soit, et sans avoir besoin de choses très spécifiques au niveau de la carte. C'est-à-dire que l'application fonctionne uniquement sur le GPS du téléphone. Comme je disais, même sans carte SIM dans le téléphone, ça fonctionne. Et tous mes fonds de carte sont téléchargés, à savoir qu'il suffit d'aller dans l'application, de télécharger la carte pour toute la France. Vous pouvez l'avoir par région si vous ne voyagez pas trop. Et les cartes sont stockées sur le téléphone. C'est pas excessif en stockage. Et moi, ça me permet vraiment, quand j'ai un doute sur l'endroit où je suis et que je veux avoir en un clin d'œil un visuel global sur ma position, je fais avec cette application-là. Ça me permet de faire ça très rapidement et très facilement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a tous Google Maps ou son penchant pour iOS. Il y a Waze qui permet par exemple une navigation, parce que c'en est une en voiture, vraiment de très bonne qualité. Mais pour des utilisations plus spécifiques, il existe des cartes mieux adaptées. Il y a un dernier petit point qui peut être intéressant, sur tout ce qui va être GPS. Comme on l'a dit, il y a plusieurs types de coordonnées, avec le MGRS, le UTM, le DMS, etc. C'est compliqué, laborieux et un petit peu casse-pied à vraiment maîtriser de manière sécure. Et si on a l'utilisation régulière et poussée, on va le prendre en compte, ça sera pas un problème. Mais si vous randonnez plus occasionnellement, téléchargez une appli de conversion de données sur votre téléphone. Attaque peut le faire. Attaque peut le faire, vous n'avez qu'à sélectionner l'affichage préféré et puis il fait la conversion automatiquement. Exactement. Et donc là au moins, même dans la fatigue, l'oubli ou le manque d'entraînement, parce qu'on n'a pas tout ce que ça à faire de la topo, et vous allez être sûr de ne pas avoir d'erreur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On insiste peut-être sur un dernier point. On n'a pas mis les drones pour n'importe quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, il existe des éléments, comme on a pu le voir avec les GPS qui sont d'une génération un petit peu plus ancienne. Mais aujourd'hui, il existe des éléments comme les drones qui peuvent être très intéressants. On va prendre un cas de figure très simple. Vous êtes à un endroit un petit peu encaissé sans trop de visibilité. Vous avez votre drone parce que vous faites une randonnée
avec votre famille, quelque chose de très loisir, vous êtes perdu. Si vous avez la possibilité de sortir votre drone, une utilisation envisageable, c'est de faire monter le drone, qui lui va remarquer des points sur la carte, donc par exemple le clocher d'église, une rivière, etc., etc., et vous apporter un appui si vous n'êtes pas en capacité de voir suffisamment loin. Après, on ne va pas se mentir non plus, il y a des chances que si vous fassiez décoller votre drone, vous ayez votre téléphone, vous avez des solutions plus simples et abordables, mais en dernier recours, ça peut être une utilisation envisageable. Ça peut être une solution de confort, on va dire, de facilité pour dire toute la zone se ressemble. Il n'y a rien qui ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre. Donc c'est vrai que de pouvoir prendre de l'altitude pour voir un petit peu ce qui se passe, on repère beaucoup plus facilement les communes qui sont alentours. On va repérer très facilement, même dans des forêts denses, les routes qui vont passer à travers le bois. Donc ça peut être une approche un peu plus high-tech de pour se faire prendre plaisir, des informations et puis c'est un plaisir aussi de pouvoir s'entraîner en ayant ce côté un petit peu plus ludique qui va être plus sympa aussi avec les gamins parce que pour en avoir, je sais que c'est difficile de les captiver avec nos trucs de vieux, si on peut dire ça comme ça. Moi je suis pas vieux. Si la gamine de 9 ans, je lui amène une carte et une boussole, elle va avoir 5 minutes d'attention parce qu'elle a envie de me faire plaisir et qu'elle découvre un truc de nouveau. Au bout de 5 minutes, je l'ai perdue, elle a envie de faire autre chose, de retrouver des jeux un peu plus stimulants. Et c'est vrai que ça peut leur permettre de s'intéresser un petit peu plus, comme on disait, avec un GPS, avec un drone, de leur mettre un peu le pied à l'étrier pour démarrer dans ce type de pratique. Exactement, et puis on peut voir une dernière utilisation, là vraiment peut-être plus en cas d'urgence. Il va y avoir par exemple la confirmation, si on vous dit qu'une personne est à tel endroit, vous êtes relativement proche, mais il y a un élément naturel qui vous bloque, faire décoller un drone, ça va prendre une minute, vous le faites décoller, vous allez confirmer, à partir de là, le drone est géolocalisé sur l'application, et puis ça se fait très rapidement. Et si vous avez, sur un milieu très très escarpé, un doute sur un éventuel passage, et des fois, pour avoir marché un peu, c'est pas forcément facile de faire demi-tour pour reprendre le chemin arrière, surtout si vous avez déjà fait 30, 40, 50 km et que l'unique point de passage pour rentrer 3 km après est peut-être obstrué, c'est quand même vachement plus simple de faire décoller un drone, confirmer un a priori visuel qui peut être modifié par la météo, par une tempête, n'importe quoi. Donc il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui utilisent des drones en randonnée pour se faire plaisir. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un outil hyper intéressant sur tout ce qui va être prise d'information. Donc n'achetez pas un drone pour faire de la randonnée, c'est une mauvaise excuse. Mais par contre, si vous avez un drone pour le plaisir, le côté cinéma, ça peut être une utilisation un petit peu marrante, nouvelle, et qui va permettre d'enrichir son expérience. Et comme le disait très justement Mickaël, entre dire à ses enfants ou à un copain, on va aller faire de la randonnée, on va prendre une carte et ça va être super, et lui dire, on va aller faire voler le drone et puis au passage montrer 2-3 petits trucs sur la carte, sur l'aspect ludique, ça peut vraiment aider. De même, les radios ne sont pas là au hasard. Les téléphones, c'est très bien, mais si vous avez une carte, vous êtes probablement un petit peu en forêt, en montagne, etc. Donc combiner l'usage radio avec l'usage de la carte, c'est important. Sur le téléphone, il y a du tout en un, c'est facile, etc. Et sur la radio, n'oubliez pas que vous avez que la voix. Donc pour échanger de l'information sur de la position, un chemin, etc., il faudra réellement être à l'aise sur vos fonds de carte pour pouvoir derrière communiquer avec tout ça. Donc il faut voir l'ensemble de ces éléments comme un écosystème qui peut être plus ou moins intéressant selon votre utilisation. Bon, les drones, c'est clairement le petit plus sympa, c'est sûr. Mais commencez avec une boussole, un petit carnet, un crayon au départ, pour déjà comprendre tout ça. Et après, charge à vous de faire votre propre utilisation selon vos points d'intérêt. C'est quand même vraiment marrant de faire décoller des drones, donc pourquoi s'en priver? C'est ça. Et si je peux vous donner un autre argument pour vous motiver à les pratiquer, de la même façon qu'on va retrouver l'airsoft, qui est une pratique qui peut être jouée de façon très simple le dimanche sans une grosse organisation, on va pouvoir avoir des scénarios beaucoup plus poussés avec un côté très immersif. Alors, sachez qu'on peut faire exactement la même chose pour des entraînements de topo et qui vont à la fois intégrer la dimension carte, la dimension radio, possiblement la dimension drone, les GPS, tout simplement en faisant un scénario par exemple de recherche d'une personne sinistrée. C'est très facile à mettre en place. Donc je vais avoir l'opportunité de vous proposer ce type de stage assez prochainement. Je vous tiendrai informé pour les dates. Et puis j'espère qu'on aura su vous donner un petit peu l'envie de pratiquer pour ceux qui connaissent déjà et de découvrir pour ceux qui n'ont pas encore mis le pied là-dedans.
Et puis, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je dirais simplement qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent paraître un peu vintage, un peu embêtants, mais franchement, si on rajoute un appareil photo, un drone, des radios, etc., ben, selon votre attrait, ça peut devenir vraiment marrant de pratiquer. Donc, ben, pourquoi s'embêter? L'idée, c'est de se faire plaisir, de passer du temps dehors. Faire décoller un drone, bah, il sera plus utile en l'air que dans votre placard. N'hésitez pas, si vous en avez un, c'est toujours marrant. Essayez de faire quelques petits scénarios si vous voulez avoir un usage plus opérationnel, on va dire. Et ben, c'est vraiment plus sympa. Donc pourquoi se priver? Si on maîtrise les basiques, c'est toujours sympa d'aller un petit peu plus loin. Pour ceux qui ne connaissaient pas Mika, il a sa société Dropbear Solutions qui va réunir un petit peu tout l'univers dont on vient de parler. Donc c'est à la fois la radio, l'orientation, la topographie, les différents appareils de communication hors radio, comme le statique, des logiciels comme Attack, un petit peu de drone. Et tout ça peut être intéressant selon votre usage, que ce soit dans un cadre civil pur, que ce soit par exemple dans un milieu un peu plus sportif pour sécuriser une pratique comme du trail, du kayak, etc. Ça peut être intéressant d'avoir des petites connaissances en plus sur des événements pour bah, tout simplement être capable de réagir plus vite. Et puis bah, c'est aussi très sympa et je trouve que c'est une nouvelle façon de passer du temps dehors. Donc on retrouve le petit écran de téléphone pour le drone, mais c'est quand même pas la même chose en extérieur. Merci à toi Mika. Toutes les infos pour contacter Mika seront dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller vous poser vos questions si vous voulez avoir un peu plus d'approfondissement. Et ben, si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Merci, à bientôt.